en fait, les chatbots, c'est vrai que c'est une grande mode et c'est vraiment un sujet qui passionne parce qu'en fait, il y a une très grosse promesse. La promesse, c'est que un programme puisse faire le rôle d'un conseiller, d'un opérateur. Les marketeurs ont très très bien vendu le chatbot en disant bah oui, on peut faire énormément de choses. Le problème, c'est que dans la réalité, il y a quand même quelques contraintes. Alors, la première contrainte, c'est qu'en fait, un chatbot ne comprend que ce qu'on lui apprend. C'est un petit peu comme un enfant d'une dizaine d'années. Si vous voulez lui apprendre à répondre au téléphone et à remplacer un conseiller qui connaît très bien le produit depuis des années, il va falloir lui expliquer exactement comment faire, mettre en place des procédures. Et c'est exactement ça. Donc la première chose, c'est de trouver un problème en fait qui a du volume. Du volume, c'est-à-dire que c'est pas un problème qu'on va avoir 3-4 fois. On a eu un client comme ça une fois qui nous a dit bah voilà, j'aimerais bien mettre en place un chatbot pour gérer ça et ça, et puis ça c'est un problème important. Et je dis bah ok, il y a combien de volume pour ça? On a au moins une dizaine ou une vingtaine de demandes par jour. 10-20 demandes par jour, je dis mais attendez, le temps qu'on entraîne le bot, qu'on lui explique comment faire, qu'on fasse éventuellement une connexion au système d'information, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'argent en fait. Il vaut mieux se concentrer sur des problèmes qui ont un gros volume et que l'on va pouvoir traiter. La deuxième chose, liée à ça, c'est pas que du volume. Parce que si on a que du volume, parfois une FAQ, c'est-à-dire une simple foire aux questions, on pose une question, on a une réponse, suffit largement. Parfois, en fait, il vaut mieux avoir une FAQ qu'on place au bon endroit dans le site internet, qui permettent en fait de répondre immédiatement à la réponse. Le chatbot apportera de la valeur, lui, parce qu'on va pouvoir, par exemple, personnaliser la réponse. C'est-à-dire qu'on va se connecter au système d'information et on va pouvoir faire une réponse personnalisée. Par exemple, j'ai bloqué ma carte bancaire, j'ai tapé 4 fois un mauvais code, et à ce moment-là, je dois pouvoir m'identifier avec mon numéro de carte, je dois pouvoir m'identifier avec mon login, par exemple, etc. Pareil pour le téléphone, si tu tapes 3 fois, en fait, là, c'est intéressant de pouvoir avoir un bot qui va répondre 24 heures sur 24 et très simplement. Donc, il faut apporter donc, un minimum de valeur. Il faut qu'il y ait un minimum de volume. S'il n'y a pas ces deux choses-là, en fait, c'est pas pertinent d'avoir un chatbot. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler au départ sur ce qu'on appelle le use case, le cas d'usage. Et nous, en fait, dans notre méthodologie pour mettre en place un chatbot, on a vraiment un gros effort là-dessus sur cadrer ces use cases. Pas partir dans tous les sens. Parfois, une FAQ, c'est plus intéressant. Parfois, en fait, on ne peut pas le faire pour des questions techniques. Parfois, il n'y a pas assez de volume. Donc d'abord, ça. Numéro 1, chercher le use case qui va être le plus pertinent avec volume et valeur. La deuxième chose, c'est essayer de personnaliser le discours grâce à une connexion au système d'information. Le chatbot, en fait, s'il fait que répondre en mode FAQ, ça n'apportera pas assez de valeur, c'est un peu déceptif. Donc il faut véritablement se dire, ok, comment je peux apporter de la valeur via ce chatbot. Alors, ça se travaille aussi via le design de la conversation. Un chatbot peut être très rapidement déceptif si on pose trop de questions. On avait fait un petit peu le cas avec un client qui nous demandait voilà, je voudrais avoir un chatbot qui va m'aider à prendre un rendez-vous pour faire du dépannage. En fait, tout simplement, on avait dit ok, d'accord, qu'est-ce qu'il faut savoir pour lancer le dépannage? Il faut savoir ça. Et en fait, on avait trop de questions. Il fallait arriver à quoi? 7-8 questions pour arriver enfin au moment ok, je peux vous dépanner. Donc en fait, tout le travail était sur le design des conversations pour essayer de récupérer de l'information, que le bot en fait pose des questions si le client n'a pas donné toutes les bonnes informations. C'est vraiment essentiel là-dessus de travailler sur cet aspect valeur ajoutée que l'on va apporter au bot. Une troisième chose également qui est importante lorsqu'on veut mettre en place un bot, c'est tout simplement essayer aussi de s'adresser aux opérationnels. En fait, le bot, souvent, il est décidé par la direction générale, il dit voilà, tiens, je veux tel truc. Ce qui est important, c'est de savoir également comment ça fonctionne en fait dans la vraie vie. Et c'est pour ça que nous, dans notre méthode, on est avec des personnes qui vont en fait poser des questions au bot et qui vont essayer d'entre guillemets le coller. Le principe, c'est de commencer par une dizaine de questions par rapport au use case donné, et ensuite on va passer avec des séances d'entraînement. Et l'entraînement se fait par les collaborateurs au départ. Donc ils vont poser des questions, essayer de poser des questions que leur posent les utilisateurs, ça dure en fait même pas une demi-journée. Et là, ils posent des questions et ça permet de nourrir le bot et de récupérer en fait un certain nombre de questions types qui vont servir en fait à répondre de manière plus efficace. Parce que généralement, il y a toute une liste de demandes qui sont faites et derrière, il y a quelques réponses du bot. Voilà. Donc là, c'est essentiel de faire cette phase d'entraînement là et donc d'essayer d'arriver à un niveau de réponse de 85 à 95%. Donc là, ça va permettre vraiment de faire un bot qui va vraiment coller à la réalité.
Suite à ça, il faudra faire ce qu'on appelle un entraînement continu. Au début, on l'a entraîné sur une petite dizaine de questions pour designer la conversation. Ensuite, on a mis en fait les collaborateurs qui peuvent coller le bot et le faire monter en compétences. Et après, en fait, il y a l'entraînement continu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a déployé, et ben en fait, on se rend compte que les gens emploient des termes qui ne sont pas forcément ceux qu'on connaît nous. Au lieu, par exemple, je dis n'importe quoi, mais d'utiliser le terme SMS, les gens vont par exemple utiliser le terme texto. Au lieu de parler d'abonnement, ils vont parler de ma carte, etc., etc. Donc en fait, il va falloir identifier tous ces mots-là, toutes ces petites différences, trouver ces synonymes. Et en fait, dans nos outils, dans la plupart des chatbots, il y a ce qu'on appelle entre guillemets un bac à sable. Et ce bac à sable permet d'avoir un entraînement continu du bot. Et on se dit, bah tiens, il y a un nouveau mot qui correspond à ça, bah ça correspond à telle intention. Là, en fait, il faut vraiment travailler là-dessus, sur ces différentes intentions, et faire en sorte que le bot continue d'apprendre. Parce qu'en fait, un bot ne va pas juste être là une fois et puis on ne le bouge plus, comme par exemple on se fait avec un SVI, un serveur vocal interactif au téléphone, quand on tape 1 pour faire ceci, 2 pour faire cela. Le chatbot en fait est là pour évoluer. Lié à ça, il faut également se dire qu'un bot qui répond à tout, c'est pas la bonne solution. Je le disais précédemment, il faut un use case qui soit vraiment précis, pointu, et répondre à une demande avec volume-valeur. En même temps, il ne faut pas essayer de faire un bot qui va répondre à tout. Nous, ce qu'on conseille, c'est parfois d'avoir des bots spécialisés dans un domaine. Par exemple, vous avez un bot qui est spécial client pour tout ce qui est, par exemple, suivi de commande, suivi de prêt, etc. etc. Donc, en fait, on a ce bot-là qui est spécialisé là-dessus. Et ensuite, pour d'autres cas particuliers, par exemple, pour aider la personne quand elle fait son processus de commande, pour aider la personne, par exemple, pour la coacher à utiliser le produit au départ pour le onboarding process, et ben, on peut à ce moment-là créer un bot spécifique là-dessus. Alors l'intérêt il est simple, on peut donc bien sûr personnaliser le bot selon le besoin et surtout en fait on va pouvoir faire en sorte qu'il ne va pas se mélanger les pinceaux. Parce que plus le bot en fait a de conversations, plus il est susceptible de se tromper. Puisqu'en fait si on a des phrases qui sont légèrement similaires, le bot va juste de manière entre guillemets mathématique dire ah ouais c'est plutôt cette question-là qu'il veut ou plutôt l'autre. Et si vous avez des thématiques qui sont plutôt proches, et ben en fait on va arriver à des taux de recouvrement et le bot peut tout simplement répondre n'importe quoi. Donc là, c'est vraiment important. L'autre chose également, c'est dans le design des conversations du bot, c'est essayer de guider la personne et essayer d'éviter cet aspect déceptif. Vous êtes comme moi, vous avez sans doute testé des bots parce qu'on vous a dit tiens, par exemple, il y a la SNCF qui a sorti un bot il n'y a pas très longtemps, ils ont envoyé un message à tout le monde et là en fait, c'était un gros volume, un gros rush. Ce qui est intéressant, c'est que le bot il peut monter en puissance, qui est 1, 10, 20, 100 000 personnes, ça ne sera pas plus compliqué pour lui de répondre parce qu'il n'y a pas cet aspect masse et volume. Le truc, c'est qu'en fait, on peut très vite arriver à une déception si on n'a pas en fait pensé à orienter la conversation. Donc ce design de conversation est vraiment important. Et il faut essayer de guider les choses. Par exemple, lorsque le bot se lance, on ne va pas dire bonjour, en quoi puis-je vous aider? Chose qu'un humain peut faire. Moi par exemple, à tour de rôle, on a un chat physique. En fait, un être humain qui est sur le site internet, et souvent c'est moi ou c'est mes collègues, et on commence toujours par nos phrases par est-ce que je peux vous aider? Au contraire, un bot ne doit pas faire ça. Un bot doit orienter la conversation vers ce qu'il sait faire. Comme je disais, il sait faire une chose de manière très très précise. Et donc il dira bonjour, est-ce que vous voulez un suivi de commande? Est-ce que vous voulez avoir un relevé de points? Est-ce que vous voulez faire ceci, cela? Et donc comme ça en fait on va orienter la personne et on va pouvoir comme ça éviter cet aspect déceptif. Et cet aspect en fait déceptif doit être travaillé partout dans la conversation et c'est vraiment du design de conversation, c'est un métier nouveau. Et par exemple quand le bot n'arrive pas à comprendre une conversation, au lieu de dire je n'ai pas compris, pourriez-vous répéter, il faut lui dire je n'ai pas compris, votre code client doit avoir un format de tel chiffre ou tel chiffre et regardez en haut sur votre facture à tel endroit. C'est vraiment ce guide complet qu'il faut faire là parce qu'en fait pour l'instant les technologies de chatbot telles qu'on les connaît ne sont pas assez puissantes pour apprendre toutes seules. On est vraiment dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible ou verticale, où on est très bon sur un domaine parce qu'on a appris à un bot, on a programmé un bot à répondre à une demande précise. Donc ça c'est vraiment les conseils principaux que je donnerais pour mettre en place un chatbot.